Monde numérique. Que faire de votre ordinateur sous Windows 10 ? C'est la panique mondiale chez les possesseurs de vieux ordi face à l'ultimatum de Microsoft qui va mettre fin au support de Windows 10 à partir du mois prochain. Heureusement, il existe des alternatives et je vous dis tout dans cet épisode de Monde numérique. Apple, de son côté, livre ses nouveaux iPhones et surtout la nouvelle version d'iOS. Alors quoi de neuf, docteur ? On va voir ça en détail. Au sommaire également, à quoi sert vraiment ChatGPT ? Pour quelle tâche l'utilisez-vous ? Une étude d'OpenAI révèle ce que nous faisons avec l'intelligence artificielle. Des lunettes intelligentes avec écran intégré signé Meta, des avatars dans les visioconférences de Zoom, et si le métaverse n'était pas mort ? On en parle avec Bruno Guglielminetti dans le débrief transatlantique. Les interviews de la semaine, vous allez découvrir un réseau social qui veut rompre avec l'économie de l'attention. Une sorte d'anti-réseau social, c'est une innovation française, ça s'appelle Republike. Je reçois son fondateur. Connaissez-vous Wero, le porte-monnaie électronique européen qui permet de s'envoyer de l'argent entre particuliers ? Lancé l'an dernier, cette alternative aux géants du secteur annonce de nouveaux développements. Je reçois Étienne de Sainte-Marie, porte-parole de Wero. Et puis on va parler cybercriminalité avec les nouvelles formes de manipulation mentale utilisées par les cybercriminels. On fait le point avec l'entreprise SoSafe sur ces nouvelles attaques qui nous menacent tous. Bienvenue à l'écoute de Monde numérique, l'hebdo du 20 septembre 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Monde numérique. Comme chaque samedi, l'hebdo, 50 minutes de news, de talk, d'interviews consacrées au meilleur de la tech. Plus d'une heure sans pub si vous êtes abonné à la version premium sur Apple Podcast ou Spotify. Juste avant de démarrer, deux petites annonces. D'abord la première, si vous le souhaitez, depuis ce mois-ci, vous pouvez télécharger l'application officielle Monde numérique réalisée avec Good Barber. Monde numérique, l'appli, c'est sur l'App Store d'Apple pour votre iPhone ou bien sur le Play Store de Google pour votre Android et vous retrouverez tout l'univers de Monde numérique. Alors à la fois les épisodes de podcast audio, les vidéos, la newsletter, etc., etc. Et puis cette semaine également, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de connaître votre avis. Pour cela, comme chaque année, je vous propose un sondage afin de savoir pourquoi, comment vous écoutez Monde numérique, ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît moins, etc., etc. Alors c'est très utile évidemment et ce sera très utile pour améliorer encore ce podcast. Pour répondre à ce sondage, c'est très simple. Soit vous cliquez sur le lien dans la description de cet épisode, soit vous allez sur le site mondenumérique.info. Et si vous êtes abonné à la newsletter, vous aurez également le sondage dans la newsletter. Voilà, ça prend quelques minutes et puis il y a même une petite surprise à la fin. Je vous remercie vivement par avance du temps que vous pourrez consacrer à répondre à ce sondage parce que c'est évidemment très très utile. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on a dans l'actu ? On a surtout cette affaire Windows, l'affaire Windows 10. Des centaines de millions d'ordinateurs menacés d'être jetés à la poubelle. C'est le psychodrame qui se joue avec cette affaire dont vous avez certainement entendu parler, qui a même fait la une de la presse, des journaux télévisés. On va voir ça en détail. Quel est le problème exactement ? Le problème, c'est que le système d'exploitation Windows version 10, sorti en 2015, équipe encore des centaines de millions d'ordinateurs dans le monde, chez les particuliers et surtout dans de nombreuses entreprises. Or, comme l'a annoncé Microsoft il y a 2 ans maintenant, la firme américaine s'apprête à interrompre le service de mise à jour et notamment de mise à jour de sécurité pour cette version de Windows. Ce sera effectif à partir du 15 octobre 2025. 15 octobre. Conséquence. Si vous êtes sous Windows 10, celui-ci risque à terme de ne plus fonctionner, ou en tout cas de se ramasser toutes les cochonneries de la Terre en termes de code malveillant, et donc, in fine, de tomber en panne, voire pire. On parle de 400 à 650 millions de PC concernés à travers le monde, donc c'est vraiment énorme. Notamment, c'est très difficile pour des tas de petites entreprises, des associations, des collectivités locales aussi, ce qui n'est pas sans poser problème, un problème financier, puisqu'il s'agit de renouveler des parcs informatiques entiers. Et oui, parce que la solution, donc, face à ce souci, la première, c'est de passer
à Windows 11, la version d'après. Sauf que si votre ordinateur est trop vieux, pas assez puissant pour faire tourner Windows 11, eh bien, il n'y a pas 36 solutions, il faut racheter un ordinateur. Pour des parcs informatiques d'entreprise à grande échelle, c'est un véritable drame. Alors, il y a quand même une option qui est celle de payer pour continuer à bénéficier de ces fameuses mises à jour. Le prix, environ une trentaine d'euros pour les particuliers, une soixantaine pour les entreprises, par an et par ordinateur. C'est ce que payent d'ailleurs déjà certaines entreprises qui bénéficient du LTSC, le Long Term Servicing Channel. Elles vont pouvoir garder encore un peu leur vieux PC. Mais un jour ou l'autre, il faudra passer à quelque chose de plus moderne. Et alors, cette histoire de paiement pour un service qui jusqu'à présent était gratuit, c'est là où c'est en train de prendre une tournure quasiment politique, parce qu'un vent de protestation s'est levé, notamment en France, contre ce qui est qualifié de tax Windows. En France, mais pas seulement, aux États-Unis aussi, des associations de consommateurs demandent à Microsoft de repousser la date butoir au-delà du 15 octobre. Donc on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, peut-être d'une annonce de Microsoft. Ce n'est pas le cas à l'heure où j'enregistre ce podcast. Et pour l'instant, le problème reste donc entier. Il faut savoir en tout cas que cette pratique de Microsoft n'est pas illégale, contrairement aux apparences, car Windows 10 a plus de 10 ans, et donc on est au-delà de tout ce que prévoient les lois contre l'obsolescence programmée. On n'est pas à l'abri non plus qu'un jour ou l'autre, il y ait une loi pour empêcher ce genre de problème avec les logiciels. Pour l'instant, le législateur n'y a pas vraiment pensé. Concrètement, si vous êtes concerné, quelles sont les alternatives ? Eh bien, si vraiment vous voulez garder votre vieil ordinateur, soit vous pouvez payer les fameux 30 euros environ, enfin $30 pour l'instant, pour les particuliers, pour pouvoir continuer à bénéficier de mises à jour, soit vous pouvez envisager de remplacer Windows 10 sur votre vieil ordi, par exemple, mettre un autre système d'exploitation, alors il n'y en a pas des masses, mais il y a quand même Linux, ou Chrome OS Flex. C'est pas idiot, mais attention, il faut savoir le faire, et puis vous allez perdre bon nombre de vos habitudes. Alors, conseil, scrutez les bons plans dans certaines enseignes spécialisées, parce qu'en ce moment, ça commence à apparaître. Certaines marques proposent de faire pour vous ce switch, ou bien il y a aussi des offres intéressantes de changement de PC à bon compte. Peut-être faites-vous partie des aficionados qui se sont rués vendredi dans les Apple Store pour retirer leur nouvel iPhone 17, iPhone 17 Pro ou Pro Max ou encore le troublant iPhone Air ultra fin. Alors on ne va pas s'étendre sur les caractéristiques de ces joujoux dont je vous parlais déjà la semaine dernière, mais donc voilà, ça y est, ils sont sortis cette fois. Et puis surtout, ce qui est arrivé également cette semaine, c'est iOS 26, donc la nouvelle version du système d'exploitation pour iPhone, qui fonctionne aussi très bien sur tous les anciens iPhones, à partir de l'iPhone 11 et de l'iPhone SE de 2020. Alors, pas mal de nouveautés. Apple parle de 200 nouveautés au total. On ne va pas toutes les faire. La principale, elle est en termes de design, avec surtout ce nouveau design Liquid Glass, ce système un peu transparent, censé imiter le reflet de l'eau, avec des effets de loupe, des menus flottants. Alors moi, je n'avais pas installé la version bêta, donc j'ai découvert concrètement Liquid Glass avec la version iOS 26 finale. Et je dois dire que j'adore, je trouve ça absolument somptueux, vraiment très réussi. Je sais qu'il y avait eu des avis assez divergents au début, il y avait des pour, des contre, etc. Il y a des gens qui trouvent que c'est trop transparent et qu'on ne voit pas bien les boutons, etc. Voilà, je fais partie et je suis dans le camp des pour. À noter que ce nouveau design, c'est la première rupture en termes de design depuis une douzaine d'années pour l'iPhone. Alors, évidemment, pour que ça prenne tout son sens, il faut que les applications soient compatibles, donc elles ne le sont pas toutes, ce sont surtout les apps Apple qui tirent profit de ce nouveau design avec ces petits boutons transparents. Voilà, les autres nouveautés, alors des changements au niveau de l'ergonomie de l'appareil photo, de l'application photo, de CarPlay dans votre voiture qui change un peu de look, et puis une fonction téléphone, c'est le filtrage des numéros inconnus par intelligence artificielle. Un assistant répond à votre place lorsque c'est un numéro inconnu qui appelle et vous recevez une notification par message. Libre à vous de décrocher
ou pas. Enfin, la traduction en temps réel qu'on trouve déjà chez Android, me semble-t-il. Donc voilà, je parle beaucoup de l'iPhone parce qu'en fait, pour tout vous dire, je sais que parmi vous qui écoutez ce podcast, il y a beaucoup de possesseurs d'iPhone, je le vois dans les chiffres. Mais bien sûr, il y a aussi beaucoup de possesseurs d'Android. Je ne vous oublie pas, on aura l'occasion de parler des nouveautés Android en temps voulu, bien entendu. Voilà, donc pour ces nouveautés iOS 26, à condition de faire la mise à jour. Et puis du côté de, juste un mot pour les possesseurs d'Apple Watch également, une nouvelle version de WatchOS. Pareil, WatchOS 26 avec ce design Liquid Glass et les deux fonctions nouvelles, les notifications d'hypertension qui, je l'ai déjà précisé, sont une vraie avancée. Mais alors attention, c'est pas du tout un système qui permet de prendre sa tension comme chez le médecin. C'est juste un truc par intelligence artificielle qui analyse des phénomènes liés à la circulation sanguine qui sont corrélatifs de l'hypertension et donc ils en déduisent lorsqu'il y a des troubles. Et puis la fonction de score de sommeil désormais disponible sur WatchOS 26. Que faites-vous avec l'intelligence artificielle très concrètement? Parce que nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser ces gentils chatbots. Mais pour faire quoi exactement? Eh bien, c'est ce qu'a voulu savoir OpenAI, la maison mère, qui a fait réaliser une étude avec des universités américaines, étude dont les résultats viennent d'être publiés. Pour en parler, je convoque les journalistes virtuels de Monde Numérique, l'intelligence artificielle, en l'occurrence pas celle d'OpenAI, mais celle de Google avec NotebookLM. Alors, je sais qu'un podcast entier fait par NotebookLM, ça n'a aucun intérêt, c'est pas forcément agréable à écouter, mais en revanche, il me semble que ponctuellement, une fois de temps en temps, c'est un moyen très utile pour aborder certains sujets. Et c'est le cas à propos de cette étude de ChatGPT. C'est la plus grosse étude faite là-dessus, menée par OpenAI et un économiste de Harvard. Ils ont analysé 1,5 million de conversations pour voir comment les 700 millions d'utilisateurs semaine s'en servent et créent de la valeur au quotidien. Premièrement, qui l'utilise ? Bon, le profil type change vite. L'accès se démocratise vraiment, l'écart homme-femme a quasi disparu, Les femmes sont passées de 37% à 52% entre janvier 2024 et juillet 2025. Et surtout, l'adoption explose dans les pays moins riches, c'était 4 fois plus vite qu'ailleurs en mai 2025. Deuxièmement, pourquoi faire ? Surtout pour les trucs du quotidien en fait. Les 3/4 des conversations, c'est pour des conseils pratiques, chercher des infos ou se faire aider pour écrire. En gros, il y a 3 grands usages. Demander, ça c'est presque la moitié des messages, pour des conseils, des infos, et c'est ce qui plaît le plus et ça monte. Ensuite, faire, 40%, pour écrire, planifier, coder, dont à peu près 1/3 pour le travail. Et enfin, exprimer, 11%, pour le perso, la réflexion, le jeu. Et finalement, comment ça évolue tout ça ? L'impact économique, on voit bien qu'il touche le pro, environ 30% de l'usage, et le perso, 70%. Et les deux continuent de grandir. Clairement, ChatGPT aide à décider. Ça booste la productivité, surtout dans les métiers intellectuels. Et puis, les gens trouvent toujours de nouveaux usages à mesure que l'outil s'améliore. Bref, l'étude montre que ChatGPT devient un outil de plus en plus central, pro et perso, qui crée une vraie valeur économique, et ça continue d'augmenter. Voilà pour cette étude concernant nos usages de ChatGPT dont vous retrouverez le lien dans la description si j'oublie pas de le mettre. Et puis précisons que ça concerne ChatGPT, mais je pense que les observations de cette étude peuvent sans doute s'appliquer à tous les chatbots actuellement sur le marché. Avant de passer à la suite de cette émission, un mot à propos de Froghands, partenaire de Monde Numérique. Froghands, c'est une technologie innovante qui permet de diffuser du contenu via des mini-sites qui ressemblent à des widgets, grâce à un protocole technique unique en son genre, initié en France. Et l'une des particularités de Froghands, selon ses concepteurs, c'est qu'il est nativement sécurisé et respectueux de la vie privée. Alexis Tamas, co-créateur de Froghands. Froghands, en fait, n'est pas basé sur la technologie des cookies. Quand on visite ton site Froghands et qu'on stoppe sa visite, en fait, on ne va pas être reconnu à la prochaine visite, sauf si je mets le site Froghands dans mes favoris. Et donc, ça crée, en fait, pour l'utilisateur, une possibilité de contrôler complètement les données qu'il envoie et à qui il les envoie. Comment est-il possible, depuis Paris, de révolutionner Internet ? Pour répondre à cette question en s'appuyant sur l'exemple concret de Froghands, une conférence que j'aurai le plaisir d'animer aura lieu le 22 septembre à 17h à l'Hôtel du Louvre à Paris. Inscription sur le site f2r2.fr. Le débrief transatlantique.
Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Bonjour Bruno Guglielminetti à Montréal. Dis donc, premier sujet cette semaine, difficile de passer à côté des grandes annonces de Meta qui parie le tout pour le tout dans ses lunettes intelligentes. Comment tu as vu ça, toi, cette Et présentation-là? bah, écoute, je trouve qu'il s'en est plutôt, bien tiré, l'ami Mark Zuckerberg, même s'il y a eu quelques bugs, hein. C'est un peu ça qu'on retiendra de la présentation. Pauvre lui. Oui, de temps en temps, ça répondait pas trop, hein, quand il essayait de faire une démonstration de conversation, vidéo, il arrivait pas à décrocher, bon, il y avait des trucs un peu bizarres, ce qui prouve bien En que 4 essais et 4 échecs. ce qui prouve bien que c'est pas encore tout à fait au point, mais la promesse est quand même super intéressante, super belle. Parce que voilà, bah, ce sont les premières lunettes qui allient à la fois la réalité augmentée avec ce petit écran qui est intégré, à l'intérieur du verre, ce qui est déjà une prouesse, technologique, hein, c'est pas mal. Ça, on parle des Ray-Ban Display. Et je parle évidemment des Ray-Ban Display qui sont, un peu le clou du spectacle, La vedette. la Ouais. vedette du spectacle. Donc de la réalité augmentée avec cet écran et de l'intelligence artificielle. Donc on imagine quand même, tous les scénarios, qui pourraient, découler de ça. Alors c'est ce qui était montré pendant la keynote, genre je reçois des notifications WhatsApp, je reçois, des appels vidéo, à condition de pouvoir décrocher, je peux suivre un itinéraire, de mon GPS, je peux évidemment faire des recherches, poser des questions à Meta AI sur toutes sortes de sujets, faire de la traduction aussi. Donc on sait que ça ne fonctionne pas encore très, très bien, même pour les autres modèles de lunettes qui sont déjà sortis. Mais l'idée est quand même, vraiment pas mal et j'ai l'impression que Meta tient quelque chose de gros, en fait. Ouais. Puis il y a aussi, la nouveauté par rapport à justement ces, Ray-Ban Display-là, donc les le dernier cri, la dernière génération, en tout cas la première génération de ceux-là, c'est le contrôle. Le contrôle qui se fait par un bracelet neural. Absolument. Ça, c'est pas banal non plus parce que c'est la première fois qu'on s'en va jusque-là. Auparavant, des casques déjà l'utilisaient, c'est-à-dire qu'on reconnaissait le mouvement des mains puis on arrivait à créer, une action, sur l'écran qu'on voulait, un contrôle. Mais là, on parle vraiment d'un bracelet qui capte les mouvements des muscles dans le poignet et qui permet, avec ça, par exemple, écrire. Ouais. Puis ça s'écrit sur, ça, Ça, c'était c'est étonnant. assez impressionnant, là. Ça, c'est incroyable, ouais, Ah ouais. oui, oui. Il écrit Ouais. comme s'il avait un Tu sais stylo dans la main et en fait, exactement. ça écrit un message, alors pas en écriture manuscrite, en plus, ça fait de la reconnaissance d'écriture manuscrite et ça écrit le message comme s'il l'avait tapé au clavier, en fait. Et moi, je pensais aux enfants qui sont en première année et qui se disaient: «Ouais, mais pourquoi on apprend à écrire encore?» Ben, pour être capable d'utiliser D'envoyer des ton, Ray-Ban Display, oui. ouais, c'est vrai. Ah, Heu, quand même, mais il y a un truc de génération ou sinon, j'avoue que j'ai bien aimé celle-là, quand vient le temps de lever le son, avec tous les appareils qu'on a et je sais jamais de la même façon, ouais, mais là, ils reviennent à un réflexe qui est quand même, je dirais pas millénaire, mais qui est centenaire, c'est de faire comme s'il y avait un gros un bouton et bouton. de lever le son ou de baisser le son. Non, mais quand même, c'est de penser à ces Ah ouais. mouvements-là, puis de dire, ben, on revient à la jeunesse. On monte le son, on baisse le son, puis Mais tu as raison, avec un bouton. c'est un peu la cerise sur le gâteau, ce bracelet, le bracelet neural, c'est un peu la souris des lunettes, Oui, finalement, exactement, hein? exactement. On savait qu'il préparait ce truc-là parce que je crois qu'il avait déjà fait des démos, et c'est un peu la même logique que ce qu'il y a déjà dans l'Apple Watch où tu peux faire mais c'est beaucoup plus réduit sur l'Apple Watch, mais Oui, en cliquant les doigts, en faisant tac tac entre ton pouce et ton index. Moi, je l'utilise 1000 fois par jour, ce geste-là. ouais, Ça permet d'ouvrir la notification, de dérouler un urgent qui vient de tomber, et cetera. Et effectivement, c'est ce qui manque parce que s'il avait fallu à chaque fois tapoter sur les lunettes, ah non, non. ou même parler parce qu'il y a beaucoup de commandes vocales, mais dans de nombreuses situations, c'est pas pratique, l'interaction vocale. Donc là, c'est très discret, tu as ce bracelet à la main, même dans ta poche, tu peux cliquer et ça permet d'interagir avec les lunettes. Alors bon, ça fait un objet de plus à recharger le soir quand tu rentres à la maison, Mais hein. t'imagines, t'as ton téléphone, t'as ta montre, t'as ton bracelet, bien évidemment, si tu ces lunettes-là, t'as tes lunettes. C'est fou, là. Mais je pense que dans quelques années, on aura plus vite fait de se coucher sur une batterie
si tu veux, de garder tous nos équipements sur nous et puis que de recharger le bonhomme avant de recharger pour recharger les produits, quoi. Bruno, est-ce Ouais. que tu as remarqué que le métavers est de retour? Oui, Puisque ça a été mentionné plusieurs fois, je crois, par oui, puis Zuckerberg on dans a la même vu keynote. des images du On a même métavers. vu des images. Dans le communiqué de presse qu'on a pu recevoir, c'est écrit noir sur blanc, on parle de métavers, et cetera, et cetera. Donc, il a de la suite dans les idées, le garçon, hein? Ben, je pense qu'il veut rentabiliser ces milliards qu'il a investis dans le Ouais. développement du métavers. Mais c'est intéressant parce que dans le fond, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que vous ayez un gros casque Quest sur la tête Mmh mh. ou une paire des nouvelles lunettes, sur le bout du nez, ben, vous allez pouvoir y accéder à mon métavers à moi. Voilà, exactement. Et Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est de toute façon, le métavers, c'était ça, en fait. On s'est un peu braqué en disant: «Oui, mais personne n'a envie de se déguiser, en dinosaure pour aller dans un univers virtuel avec un machin qui pèse 500 grammes sur les yeux». Mais je pense que vraiment, c'est bien au-delà. La vision, elle est au-delà. Le métavers, c'est un ensemble de choses, de technologies, de tout ce que fait Meta, Ouais. qui peuvent, qui à terme, oui, nous feront basculer dans un monde, de plus en plus, virtuel ou semi-virtuel, en fait. Voilà, en tout Ouais, cas, puis pas tu vois, pour moi, le métavers, ça demeure, la genèse, c'est le deuxième monde qui avait été créé par Canal avant les années 2000, où il y avait une disquette qu'on mettait dans son ordinateur, où j'avais un appartement rue Rivoli, qui me coûtait rien, absolument. D'ailleurs, c'est quelle aubaine! Mais c'est ça, c'était le monde virtuel, ben, c'est ça. Là, avec le c'est métavers de vrai, Mark Zuckerberg, on est ailleurs, là, c'est à savoir quel outil on va utiliser pour y être. La question aujourd'hui, on parle de casque, on sait demain pas. on parlera de lunettes, puis probablement qu'à un moment donné, on aura une puce directement dans le cerveau, puis on pourra switcher en disant: «Est-ce qu'on va être dans le monde réel ou dans le métavers?» Et puis Exactement. Est-ce que tu peux être un mec sympa ou un gros con? Pardon. ouais, Ça, ce serait bien, la non? pilule bleue, la Hein? pilule Ce rouge, hein, serait c'est ça. bien ça, non? Le truc qui calme Le un con peu. et ouais, 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 bon. bonne Bruno, chance. à Mais je propos pense qu'il y a des gens qui ont perdu la switch. Ouais, je Ouais, pense aussi. pardon. À propos de métavers et de monde virtuel et d'avatars, les avatars arrivent pour de vrai, dans le système de visioconférence Zoom. Ouais, et ça, je trouve ça assez cool. Zoom va permettre Mmh. aux utilisateurs de sa plateforme de travail de se faire représenter par des avatars. Donc, vous pourrez enregistrer, je pense que c'est l'équivalent de 2 minutes de vous-même en train de regarder la caméra. Puis à partir de ce moment-là, il va prendre ces images-là, Ouais. créer votre clone et votre clone pourra assister aux réunions. Et puis, évidemment, bon, prendre des notes avec un adjoint à côté et suivre. Il pourra parler la langue que vous désirez qu'il parle, parce qu'il y aura aussi de la traduction, mais ça en temps réel et des 2 côtés, pas Mmh. simplement une paire de lunettes. Et donc ça va vous aider à travailler avec ça. Mais ce que je trouve intéressant, parce qu'on commence à voir ça, les gens de Google avec, Teams, en ont parlé, et puis, Mais je crois que Google les gens de Zoom l'avait déjà annoncé, il me semble, il y a plus d'un an, hein. Il l'avait évoqué en tout oui, cas, oui, hein, ouais, parce que qui moi je travaillaient là-dessus, ouais. ouais, ouais. Mais là, on commence Et à là, ça ça va y est, être, ça arrive concrètement. oui, on Mais est alors, c'est attends, un explique-moi, parce que toi qui es oui. un zoomer, un gros zoomer, heu, Alors, je suis un méchant zoomer. tu es un méchant boomer zoomer, c'est quoi l'intérêt? Boomer, non. Ça va. C'est quoi l'intérêt? C'est que c'est pour quand tu es pas coiffé, tu es en pyjama, tu pourras faire des réunions de travail, Écoute, comme eux ça? eux, poliment, ils ont dit, question d'être présentable à l'écran. Ouais, c'est Donc, ça. tous les scénarios que tu as évoqués, ça peut être ça, mais ça peut aussi être des réunions, de temps en temps. Moi, je sais que je me retrouve souvent, dans cette situation-là où il y a des briefings techniques qui sont faits Mmh. par des entreprises. Tu veux pas nécessairement, allumer la caméra parce que tu vas pas être les yeux fixés sur Ouais, l'écran. Tu veux écouter ce qui se dit. en Tu faisant veux autre pas chose. fermer la caméra. Ouais, mais tu veux pas fermer la caméra parce que tu veux pas être, désagréable ou, impoli aux gens. C'est vrai, c'est Alors pas en te poli ça, mettant, hein, les gens qui allument pas la caméra sur les visios, hein. ben non, ben non. Alors d'ailleurs, il faudrait que tu rallumes la tienne et donc là, c'est le meilleur des scénarios. C'est-à-dire que si tu as qu'à écouter Ouais. ou à être présent avant qu'il t'interpelle, ben tu mets ça, puis Ouais, après, pouf, tu c'est vrai, reviens, c'est un tu use reviens case là-dessus. intéressant, Ouais. effectivement. Ouais, Est-ce c'est qu'on peut ton au cinéma, on utilise depuis longtemps, hein, les stand-in, c'est ça. Alors ils ajustaient tout l'éclairage, tous les trucs, puis après, quand c'était le temps, la vedette arrivait. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet?
Écoute, on parle d'intelligence artificielle. Je me suis, intéressé au test que Jean-Baptiste, Martinelli est en train de faire. C'est un monsieur qui est vraiment dans l'innovation, lui, depuis longtemps. Écoute, en 2010, quand, Apple a sorti son premier iPad, lui sortait le premier appareil qui était compatible dans le monde Windows pour faire la même chose. Et depuis ce temps-là, je le suis. Et là, lui, il s'intéresse à l'âme de l'IA. Waouh! C'est bien dit, hein? L C'est l'âme de l'IA. Donc, qu'est-ce qui se passe dans entre guillemets, «dans les circuits électroniques» des machines quand on fait appel à eux et qu'ils fonctionnent? Et donc, grosse discussion là-dessus. C'est vraiment un champ d'intérêt pour lui. Il est en train d'avancer là-dedans. Sinon, écoute, moi, j'ai une grosse histoire, avec, Pierre Trudel qui a écrit un article dans Le Devoir, qui est un journal, très sérieux ici au Québec et qui, s'intéresse, aux lois canadiennes, mais je dis canadiennes, mais c'est vrai pour chez vous aussi, mais tout le processus législatif qui aujourd'hui va pas assez rapidement en fonction de ce qui se passe maintenant Ouais, dans ouais. le monde numérique. Alors c'est une discussion sur le sujet avec lui. Très intéressant. Hey, Jérôme Colombin, je te laisse retourner à tes auditeurs. Moi, je retourne avec, les miens et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut, salut Bruno, à la semaine prochaine. Monde numérique, le meilleur de la tech. Allez, on passe aux interviews de la semaine de Monde Numérique. Dans un instant, vous allez découvrir toutes les cyberarnaques que nous préparent les cybercriminels en s'attaquant non pas tant à nos ordinateurs qu'à notre cerveau. La manipulation mentale au cœur de la cybercriminalité du 21e siècle. On verra ça avec l'entreprise spécialisée SoSafe et avec Arnaud Loubatière. Avant cela, on fera le point sur Wero, le porte-monnaie électronique européen. Le connaissez-vous ? Il paraît que oui, puisque le nombre d'utilisateurs est en hausse et Wero prépare de nouveaux développements. Mais tout d'abord, si vous en avez marre des réseaux sociaux qui rendent fous, eh bien, la réponse se trouve peut-être du côté de République, ou plutôt République, un réseau social français qui veut prendre le contre-pied de ce qui existe aujourd'hui. C'est mon premier invité. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Mon Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast ou Spotify. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés la semaine prochaine sur le fil du podcast Monde Numérique. Bonjour Étienne de Sainte-Marie. Bonjour Jérôme. Vous êtes cofondateur et CEO, président, on va dire, d'un tout nouveau réseau social qui se lance là au mois de septembre 2025 et ça s'appelle République. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte d'anti-réseau social ? Anti-réseau social du modèle actuel, oui, clairement. Plus précisément, c'est l'ambition vraiment affichée, libérer l'industrie de l'emprise de l'économie de l'attention. Donc effectivement, tous les réseaux sociaux globaux aujourd'hui fonctionnent sur l'économie de l'attention. Et après, on pourrait dire autrement que c'est finalement peut-être le vrai réseau social. Donc c'est le contraire de cette économie de l'attention qui consiste à occuper le temps de cerveau disponible, à retenir les gens le plus longtemps possible et à faire de l'argent avec tout ça, grâce à la publicité. Mais est-ce qu'il existe vraiment un autre modèle possible aujourd'hui ? Oui, enfin, au niveau global, c'est le modèle dominant, alors, écrasant. Il y a des tentatives, il y a du freemium, mais pour moi, si je suis un peu radical, je pense que il y a le Web3 qui est venu aussi, censé nous débarrasser un peu de l'emprise de tout ça. Mais en fait, au sens radical et profond du terme, je pense que ça reste l'économie d'attention parce qu'un contenu qui fonctionne, hors toute autre considération, je dirais éthique, morale, sociétale, il va être poussé quel que soit le modèle aujourd'hui. Donc, et pour nous, c'est ça le problème. En fait, tant que le contenu et l'information sont un bien de consommation et sont le driver de l'audience, on sortira pas du problème. Alors, présentez-nous un petit peu République. En quoi ça consiste, à quoi ça ressemble et en quoi ça se différencie de ce qui existe concrètement ?
Alors, en termes de format, c'est assez proche et c'est un mix un peu entre Facebook, Twitter, donc assez classique pour le moment. En termes de fonctionnement, c'est radicalement différent, tant en termes de business model, et c'est bien le sujet, Mhm. que une fois débarrassé de ce business model qui monétise notre attention, donc en cassant cette dépendance financière au temps d'écran et aux mécanismes qui vont avec, ça nous autorise à reconstruire fondamentalement un nouveau modèle d'engagement. Euh, pour être très simple, en fait, qui va construire un modèle, enfin un système de réputation qui dépend de métriques qu'on estime vertueuses pour tous, dynamique, mise à jour en temps réel. Et ce système de réputation, dans la vision cible, mais va récompenser les utilisateurs financièrement. Pour le moment, ça influe directement sur la visibilité et sur la sollicitation dans la modération. Qui contribue à alimenter aussi cette métrique. Donc en fait, plus les utilisateurs se comportent bien, plus ils vont être visibles, et moins et dans le sens inverse aussi. Voilà. Donc, plus je parle poliment, gentiment, de manière respectueuse, avec bienveillance, etc., plus je marque des points. Et inversement, si je sors les insultes, je me fais moi-même insulter et blacklister, c'est ça? Très bonne question aussi. Non, parce on veut pas du tout un réseau de béni oui oui. Et si vous allez faire un tour, vous verrez que c'est pas le cas. Mais oui, Ouais, c'est ça, c'est la c'est un question que j'allais vous poser. Est-ce que le ouais, risque, ouais. c'est pas de tourner à la guimauve généralisée? Non, non, et c'est une vraie question. Pour l'instant, encore une fois, hein, avec notre connaissance factuelle enfin, notre expérience factuelle, ce n'est pas le cas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'intention, on a le droit de se dire les choses en face. On a le droit de dire franchement les choses en disant je suis pas du tout d'accord avec toi, mais on n'est pas obligé de s'insulter pour ça. Et donc, franchement, ça fonctionne. Sur tous les sujets? Euh, Quel type de sujets sont abordés par vos bêta-testeurs? Ouais, je suis content que vous posiez la question. Il y a eu des sujets très chauds. Il y a des sujets alors, depuis longtemps sur l'écologie. Mmh. Il y a eu des sujets Gaza-Israël. Ouais, alors là, ça Et on n'a pas franchi la limite. Il y a eu des tensions, mais il n'y a pas eu d'insultes. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu comme sujet? Des sujets sur l'immigration, des sujets. là, vous devez avoir de la taxe Zuckman, et cetera, Ouais, tout à fait. ouais, Il y a, franchement, ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas eu un seul débordement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les contenus sont systématiquement reportés par l'un ou l'autre ouais. de la communauté et quasiment tout le temps modérés dans le sens que l'on souhaite sur la plateforme. Alors qu'on comprenne bien la mécanique, puis après on parlera aussi un peu enfin, donc de la philosophie qui est derrière, on en a déjà évoqué. Mais la mécanique, c'est que si, je passe les bornes, mon score va baisser, c'est ça? Et à l'inverse, vous parliez de récompenses, c'est quoi les récompenses? Alors, il y a un score donc qui évolue de manière dynamique et la vision cible, c'est 3 outputs. La visibilité, donc la visibilité ne va plus justement être liée au clickbait, pour le dire poliment, Ouais. et à la volumétrie pure. Voilà, Euh, c'est l'inverse de X, on va dire. C'est-à-dire, alors, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on nous a souvent demandé, des investisseurs, etc., nous ont souvent demandé, mais en fait, c'est quoi la différence par rapport à X quand ils arrivaient sur la plateforme? mmh, Et en fait, la réponse basique, mais qui est vraie, il faut la détailler ensuite, mais c'est un X anti-X. ouais. En fait, on résout quelque chose qu'à notre sens personne ne résout jusqu'ici, et à notre petite échelle, ça marche. Ce dilemme de la liberté d'expression entre loi de la jungle et censure, si je vais à l'extrême. Mmh. Et nous, on arrive pour l'instant à réconcilier. Encore une fois, ce sont les utilisateurs qui le disent, liberté d'expression assez radicale, j'ai pas peur de le dire, avec sécurité, sérénité et expérience utilisateur apaisante presque, ou en tout cas satisfaisante. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est un réseau social éthique? Oui, dans l'absolu, oui. Mais on pourrait dire aussi, et c'est une discussion qu'on a beaucoup en équipe, que et les utilisateurs nous le remontent, que c'est un réseau social qui rassemble les utilisateurs à la recherche d'authenticité. Mais en fait, c'est vrai, mais je trouve ça tellement, enfin, ça reste une ambition énorme, avec beaucoup d'humilité. Ça reste une bataille contre des machines de guerre. Donc oui, au sens philosophique, c'est évidemment vrai, c'est éthique et c'est pour l'authenticité, mais en fait, l'éthique et l'authenticité dans le monde réel, si on s'arrête à là, ça reste le monde des associations. J'ai rien contre, mais l'ambition est vraiment plus vaste. Enfin, on veut vraiment contribuer au moins au changement de modèle. Donc Republic est un réseau payant et combien ça coûte? Alors, pareil, bon là on est en phase de lancement, donc en fait c'est très abordable dans l'absolu. Ça coûtera en version cible. Après on verra l'inflation, etc. Mais ça coûtera 48 € par an. 48 $ peut-être si la parité évolue pas trop aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est le haut de fourchette de la RPU des plateformes globales. Ça reste Facebook, la plateforme la plus rentable, qui est à 40 $ par an en moyenne. Évidemment, ils ont 3 milliards et plus.
Mais ensuite, ça chute très vite, et il faut absolument que pour cette ambition-là, intégrer le fait que c'est forcément un business de volume et que l'argent ne doit pas être une barrière à l'entrée. 48 $, on peut dire ce qu'on veut. Globalement, une énorme partie de la population peut se l'offrir. Après, c'est le plafond psychologique qu'il faut faire sauter. On y travaille. On pense que le time to market est pas mauvais pour ça. Voilà, Repub-like qui peut se prononcer aussi République, mais avec un K et un E à la fin. Merci beaucoup, Étienne de Sainte-Marie, cofondateur. Merci à vous. Bonjour Ludovic Francesconi. Bonjour Jérôme Colombin. Vous êtes responsable du développement de Wero, W-E-R-O, le porte-monnaie électronique européen, qui a 1 an, qui a été lancé en 2024 et qui vient de faire un premier point d'étape, un premier bilan. Vous annoncez plus de 43 millions d'utilisateurs en Europe. On va faire le point sur cette innovation, sur ce service. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu d'abord ce qu'est Wero, ce qu'est Wero? Ça s'écrit W-E-R-O, il faut le préciser. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors Wero, donc c'est la solution des banques, de votre banque en fait, pour faciliter les paiements dans la vie de tous les jours. Et donc aujourd'hui effectivement en France, en Allemagne, en Belgique et d'autres pays arriveront par la suite. Et en France, nous avons en fait opéré une migration d'une solution qui existait déjà, qui s'appelait Paylib. Et Oui. donc, Paylib était déjà très très utilisé pour les paiements de particulier à particulier, donc ce qu'on appelle le P2P. Alors, il y a déjà un certain nombre de solutions pour s'envoyer de l'argent de particulier à particulier. Vous n'arrivez pas sur un marché totalement vierge. Comment est-ce que vous pensez vous imposer encore plus? Alors déjà, sur le P2P en lui-même, notre spécificité... Le P2P, c'est particulier à particulier. Particulier à particulier, tout à fait. Notre spécificité, c'est que nous sommes intégrés dans les applications bancaires. Donc, je suis dans mon appli de banque traditionnelle, à condition que ce soit pas la banque postale à ce jour. Je vais trouver immédiatement une option, cette fonction Wero, qui va me permettre d'envoyer de l'argent très facilement à un particulier, à quelqu'un d'autre, à un ami, etc., à quelqu'un à qui je vends un objet sur le Bon Coin. Et comment je le contacte? Comment on établit la relation? Alors, il y a plusieurs manières. La manière la plus développée, c'est via le numéro de mobile. Donc, il suffit de demander le numéro de mobile de son destinataire. Donc, s'il est déjà enregistré dans mes contacts, dans mon téléphone, je vois tout de suite qu'il y a un petit logo Wero à côté de son nom, et donc je sais que je peux lui envoyer de l'argent parce qu'il est déjà accessible, il est déjà enrôlé sur le service, et donc ça permet de trouver très facilement son bénéficiaire. On a le numéro de mobile, on a aussi l'adresse email qui fonctionne. Donc, on peut aussi envoyer de l'argent via l'adresse email si la personne l'a enregistré. Et on a également une troisième manière qui est encore plus innovante, on va dire, c'est via le QR code. Et donc là, l'avantage, c'est que on peut soit présenter un QR code pour demander de l'argent, soit présenter un QR code pour envoyer de l'argent. Donc, ça va dans les deux sens. Et l'avantage, c'est que c'est anonyme pour le coup. Donc, ça permet aussi le type d'usage que vous mentionniez sur le Bon Coin. Quand j'achète quelque chose sur le Bon Coin, j'ai pas forcément envie que le vendeur ait mes coordonnées personnelles. Et donc, ça permet, quand je rencontre, de lui dire, tenez, regardez, je vous montre... le vendeur me montre un QR code et je peux le scanner et il est reconnu automatiquement. Et de cette manière, je peux lui envoyer directement de l'argent. Donc ça, c'est même si le Bon Coin a son propre système de paiement interne, etc. Oui, qui est tout à fait. un Mais ce concurrent de plus. qu'on voit, c'est que on dit de particulier à particulier, mais finalement, l'usage, il est aussi étendu de plus en plus aux petits commerçants, aux artisans, etc., aux professions libérales, et donc même sur les marchés, on voit maintenant arriver des QR codes Wero où en fait on a des commerçants qui déjà commencent à accepter Wero en mode P2P. Alors, vous venez d'annoncer que c'est en train de se mettre en route, vous allez proposer bientôt le paiement en ligne et peut-être ensuite à terme le paiement en physique chez les commerçants, c'est ça? Tout à fait.
Donc effectivement, notre première étape, c'est d'abord le paiement en ligne. Et donc, on va déjà lancer le e-commerce, le paiement en e-commerce en Allemagne avant la fin de l'année. Ensuite en Belgique début d'année prochaine. Et la France arrivera à l'été 2026. On a déjà annoncé cette semaine de grands noms en termes de marchands qui sont déjà engagés à accepter les paiements Wero en e-commerce à partir de l'été 2026. Donc on est très fiers de ça. Donc par exemple l'État français, donc pour tous les usages publics au niveau État et collectivités locales, stationnement, les hôpitaux, etc. Mais aussi donc on a Leclerc, VP, Air France et d'autres qui sont des commerçants très importants et qui sont très intéressés avec d'autres qui seront annoncés ultérieurement à accepter les paiements Wero. Donc on voit bien que cette base d'utilisateurs existante sur le P2P, à partir du moment où on va leur dire vous pouvez aussi utiliser Wero pour payer en ligne, quelque part la transition va se faire naturellement et donc ce sera une extension des usages existants au paiement en e-commerce. Et après, effectivement, l'étape d'après, c'est le paiement en point de vente. C'est clairement le plus important aujourd'hui dans l'économie, puisque les paiements en point de vente, ça représente quand même la très grosse majorité des paiements commerçants. Même si le e-commerce progresse beaucoup, c'est quand même encore le point de vente qui est le plus important. Et donc là, on vise l'arrivée des paiements via QR code à partir de mi-2026. QR code et ensuite sans contact. Et ensuite sans contact qui arrivera par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui a été aussi annoncé, c'est que donc ce wallet Wero, il va permettre de payer avec son compte en e-commerce, en point de vente, avec du QR code, avec du NFC. Mais on va également permettre de payer avec sa carte. Donc c'est là où c'est intéressant parce que c'est quelque part aujourd'hui avec sa carte bancaire. Et ça permettra aussi de préparer le terrain pour l'arrivée progressive du paiement avec son compte et pas seulement avec sa carte, aussi en point de vente. Merci beaucoup Ludovic Francesconi, donc responsable du développement de Wero. Merci à vous. Deepfake, phishing, ransomware, la cybercriminalité explose et en plus avec l'intelligence artificielle, ça ne s'arrange pas et on peut même dire qu'on entre dans une nouvelle ère. On l'a vu encore l'été dernier avec toute une série de cyberattaques qui se sont multipliées et souvent, c'est l'humain plus que la technique qui est ciblée. On va parler de ce phénomène dans ce numéro spécial de Monde Numérique en partenariat avec la société spécialisée SoSafe. Bonjour Arnaud Loubatière. Bonjour Jérôme. Directeur Europe du Sud de SoSafe, de plus en plus et très souvent, ça passe donc par les gens, les collaborateurs. C'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. C'est de la manipulation mentale, on peut dire ça comme ça. C'est exactement ça en fait. L'ingénierie sociale, c'est assez particulier parce que l'objectif de l'ingénierie sociale pour un hacker, c'est de se dire je vais travailler sur le côté psychique, le côté psychologique pour faire en sorte que le collaborateur ou l'humain mène une action pour moi. Alors, ça va prendre différentes formes. On peut le voir d'un point de vue personnel sur... Moi, j'aime bien donner l'exemple de la livraison de colis. Si tu attends un colis par hasard, que tu reçois un SMS, on a deux facteurs qui font que tu peux être porté à croire que ce qui est dit dans le SMS, c'est vrai. Ouais. Tu vas voir la même chose en entreprise. C'est-à-dire, ça va être sur un changement de document, ça va être sur un virement, ça va être sur quelque chose qui peut être encore différent, ça va être sur... on voit beaucoup de cas en ce moment avec des demandes de changement d'IBAN. Imagine, tu es un service comptabilité, tu reçois un email d'un fournisseur qui te dit on change d'IBAN, et comment je le vérifie que c'est la réalité. Et en fait, tout ça... Ça paraît simple, pourtant, ça paraît simple comme arnaque. C'est hyper simple. Tiens, il faut changer l'IBAN, on a changé. C'est hyper simple, mais maintenant, on a des technologies qui vont te permettre de cacher les emails. Donc, tu fais à faire croire que tu as
je sais pas, la société X qui t'envoie alors que c'est société Y. Tu peux faire des faux IBAN et tout ce genre d'informations-là est assez complexe à détecter. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux collaborateurs de les former et en fait de leur donner quelques tips pour faire en sorte qu'ils arrivent potentiellement à détecter ce genre d'arnaque. Ouais. Avant de parler de ces tips pour se prémunir, comment est-ce que vous détectez, vous analysez dans les entreprises ce type de menace? Vous arrivez à la quantifier C'est assez ce qu'on aime à dire ou ce qu'on voit, on va dire que sur l'ensemble des cyberattaques, tu as plusieurs études qui mettent ça. Tu as nous dans nos études, on fait des sondages auprès des entreprises. Tu as Verizon également qui sont en rapport chaque année. On aime à dire, alors c'est difficile de chiffrer, ça va être entre 60 et 80% des attaques qui vont viser l'humain en premier. D'accord. Okay. Ou sur lequel tu as l'humain qui est part de la cyberattaque. Ça veut dire que il n'a pas forcément été ciblé à un instant T, mais une action humaine est responsable de la cyberattaque dans 70% des cas environ. Ce qu'on dit, le maillon faible, c'est ce qu'il y a entre le clavier et la chaise. Ouais, alors nous, ce qu'on essaie de faire, j'aime pas trop cette expression parce que il y en a beaucoup qui voient comme un maillon faible parce que l'humain, c'est assez difficile de travailler avec lui. On va pas cliquer sur un bouton pour lui faire prendre un automatisme. En fait, ça peut devenir une force. Tu vois, et l'idée, c'est de transformer ton maillon faible en force, tu vois, pour que ce soit lui, en fait. De quelle manière? C'est-à-dire en étant hyper sensibilisé? Hyper sensibilisé, mais surtout en l'accompagnant. Parce que pour nous, pour que tu aies quelque chose de vertueux, ce qu'on s'aperçoit, c'est que déjà, tu es obligé de donner l'information, de donner de la connaissance. C'est hyper important que les personnes soient informées qu'est-ce qu'un email de phishing, comment reconnaître, quelles sont les règles de sécurité dans ton entreprise, etc. Derrière, tu vas l'entraîner. Et c'est important d'entraîner les gens à reconnaître un email de sécurité. Sur Internet, tu tapes email Outlook de Microsoft. Tu as des exemples qui sont très bien faits. Tu vois, entre un faux email et un vrai email, ça t'explique de comment les faire. Nous, on a des techniques autres. Et comment on repère? C'est encore avec l'adresse, etc. Déjà, je peux te donner un exemple. Tu vois, les cyberattaquants, à la place d'un O, ils vont mettre un 0. À la place d'un L, ils vont mettre un I. Et ça, il faut arriver à le détecter, tu vois. T'as des méthodologies pour le faire. Et puis derrière, ce qui est important, à mon avis, c'est un petit peu comme dans le sport. Moi, j'aime faire cette analogie-là. Tu vas donner des techniques, tu vas enseigner, tu vas entraîner. Mais après, il te faut un coach. C'est ça, en fait, qui va les aider. Nous, on a développé quelque chose à travers l'IA, un cyberaccompagnant, et c'est lui qui va être une posture, qui va aider le collaborateur à avoir une bonne posture cyber au quotidien, parce qu'il va être là pour pouvoir l'aider, il va être là pour pouvoir répondre à ses questions. Et au final, des fois, les collaborateurs, ils ont peur de te poser une question parce que, tu vois, ça peut faire passer la personne pour être nulle ou quoi que ce soit. Ouais. Tandis qu'à l'IA, on a moins de scrupules, en fait. Tu poses la question et au moins tu as une réponse, c'était béni. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, finalement, les entreprises, mais aussi les particuliers, enfin, tous les systèmes informatiques sont relativement bien protégés d'un point de vue technique. Il y a beaucoup d'outils, de barrières, de firewall, de détecteurs de spam, de virus, etc. Mais, et c'est pour ça d'ailleurs que les pirates s'en prennent aux humains qui restent, malgré tout, on va dire quand même le maillon faible dans l'histoire. Il reste le maillon faible et en fait, c'est plus simple à attaquer. C'est pour ça que on voit de plus en plus, enfin, on continue à avoir ces attaques au niveau de l'humain. Tu as eu l'avènement de l'intelligence artificielle, comme on le disait au début. Ça a vraiment aidé à démocratiser. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais c'est une réalité. C'est le fait de dire, ça démocratise en fait la capacité à de nuisance. Exactement. Ouais. Et en fait, ça a facilité, au final, vu qu'on a des systèmes qui sont de plus en plus perfectionnés, de plus en plus sécurisés, un travail de masse alimenté par l'IA, c'est un petit peu comme aller à la pêche au gros, tu vois, tu jettes un gros filet, t'as beaucoup de poissons qui vont passer à travers, mais il suffit que t'en touches un ou deux et que surtout que tu touches le bon pour que ça passe et pour que tu sois gagnant dans cette histoire. Ouais. Et puis en plus, c'est complètement multicanal, c'est-à-dire que ça peut être du mail, du SMS. Est-ce qu'il y a d'autres canaux même qui sont exploités aujourd'hui par les cybercriminels? Ouais, il y en a beaucoup. Alors, tu as le mail, le SMS, c'est les plus connus. Ok, c'est les plus simples à utiliser. On peut citer notamment, le SMS, ces derniers mois, c'était vous êtes chez vous?
On reçoit un SMS, vous êtes chez vous, et puis là, c'est pour engager la conversation sur une pseudo-livraison, etc., etc. Ah, celui-là, il marche super bien. Et tu le vois d'ailleurs en fonction des réponses que tu fais. Tu vois que c'est une IA qui est derrière parce que ça te répond pas forcément. Elle est pas très bien entraînée, mais ça te répond pas forcément de la bonne manière. Donc, SMS, email. J'ai envie de dire, c'est un peu particulier, mais l'email pour le professionnel, l'SMS pour le particulier. Tu vois, sur le B2B, l'email, sur le B2C, le SMS. Et après, tu vas avoir d'autres angles. Tu as les outils de messagerie, au sens large du terme. WhatsApp, Teams, Slack, qui peuvent être des vecteurs. Donc, tu vois, tout ce qui va être... Qui peuvent être aussi vérolés, si tu as je te donne un exemple, ça a été... on avait fait une conférence la dernière fois, tu avais une personne d'un grand groupe hôtelier, une directrice générale, qui s'était fait voler sa photo WhatsApp de son compte perso. Il avait écrit à notre compte. Si tu fais pas attention, tu vois la photo, c'est un DG général, t'as pas forcément son numéro perso. Bon. Bien sûr. Ça s'est même passé à de très haut niveau. Alors c'était pas du piratage, mais aux États-Unis, avec cette fameuse réunion WhatsApp où s'est retrouvé un journaliste pour des choses complètement confidentielles. Alors ça, mais c'était pas du piratage. C'est pas du piratage. C'est des erreurs. C'est une erreur. C'est là où je te dis le facteur humain en fait est hyper important. Une erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Et alors, est-ce que y a des tendances conjoncturelles et d'actualité? Est-ce que l'actualité est un élément, je sais pas, les grandes périodes de fêtes, les périodes de promotion, comment ça s'appelle, Black Friday et compagnie. Ouais, tu vas avoir des tendances en fait en fonction de la saisonnalité, notamment plus sur le B2C. Ça, saisonnalité, c'est le mot. Le saisonnalité, ça va être plus sur l'individu en tant que tel que sur l'entreprise. Tu vois, tout ce qui va être Black Friday, etc. Je suis sûr qu'on va avoir une augmentation du nombre de textos pour de la livraison qui va être très classique. Les fêtes, c'est pareil, les fausses promotions, ce genre de choses-là. Sur l'entreprise, on voit que c'est assez stable, en fait. Ça va être de plus en plus précis, ça va être sur des sujets de plus en plus techniques. Ce que je veux dire, sur des sujets de plus en plus techniques, on va avoir de moins en moins d'approches de masse sur des tentatives de phishing. Et on va revoir des cyberattaquants qui auront fait des meilleures recherches. Pourquoi ? Parce que le gain est plus gros. Au final, tu vois, toutes les attaques que tu vas avoir sur du particulier, on va essayer de te gratter 3, 4, 5 euros pour une livraison. Généralement, c'est pas des gros montants, mais qui font de la masse. Sur une entreprise, dès que tu commences à taper dedans, au final, si tu arrives à bloquer une entreprise, tu peux très rapidement, grâce à un ransomware, demander des grosses sommes d'argent. Bien sûr. Et c'est beaucoup plus rentable. Donc, les collaborateurs, les cyberattaquants, les collaborateurs sont beaucoup plus ciblés par des cyberattaquants sur des scénarios bien spécifiques. Merci beaucoup Arnaud Loubatière, directeur Europe du Sud de l'entreprise SoSafe. Merci Jérôme. C'est la fin de cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo du 20 septembre 2025. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Presque 2 heures de podcast si vous écoutez les versions longues, sinon environ 50 minutes comme d'habitude, avec l'essentiel des interviews. Et si vous en voulez plus, eh bien pas de problème, retrouvez gratuitement les interviews intégrales la semaine prochaine sur le fil du podcast Monde Numérique et je vous les conseille vivement. N'hésitez pas à télécharger l'application Monde Numérique sur l'App Store ou sur le Google Play Store. Et puis merci d'avance de bien vouloir répondre au sondage de Monde Numérique en allant sur le site mondenumérique.info ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, les chiffres en attestent. Je vous en remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'hebdo. D'ici là, une bonne semaine pleine de tech. Salut.